Bonjour à vous, mordus de cinéma, et bienvenue dans votre petite dose hebdomadaire de discussion cinéma, 10 films en vrac. Le principe, il est ultra simple, je vais tirer 10 films au hasard, et à chaque fois, je vais en parler de manière spontanée. Il y a quelques règles qui ont été ajoutées à certains numéros, donc le 2, ça va être du vieux, le 9, c'est vous qui me donnez le film, en mettant 9 dans les commentaires, 2 points suivi d'un titre de film, et le 5, ça va être un film d'un réalisateur dont je vais faire toute la filmo, et en ce moment c'est Quentin Tarantino, mais ce sera quand même tiré au hasard parmi ses films. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour le moment pour les chiffres, et on va commencer tout de suite avec le numéro 1. Ah non, il y a le numéro 3, c'est moi qui choisis aussi. Et le premier film, c'est un film français réalisé par Michel Leclerc en 2010 que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le nom des gens avec Jacques Gamblin et Sarah Forestier. Donc ça raconte l'histoire, si je me souviens bien, de Arthur Martin, qui est un mec dont le prénom est banal et qui a toujours eu un peu ce rapport étrange avec les prénoms et les noms des gens, parce que Arthur Martin, voilà, c'est ultra commun, il y a énormément d'Arthur Martin, et il va croiser la route de Sarah Forestier, qui, pour le coup, est un personnage qui a un nom à rallonge, qui s'appelle Baya Ben Hamoud, voilà, et qui, elle, est très particulière parce que son kiff dans la vie, c'est de niquer les gens de droite. Mais donc de les niquer, elle baise avec les personnes de droite pour les faire devenir de gauche, quoi. C'est-à-dire que voilà, elle crée une relation avec eux et elle fait en sorte de leur changer le cours de leur vie et leur vision politique. Et donc une espèce d'histoire d'amour va se créer entre Baya et Arthur Martin, en sachant que Arthur Martin comprend pas trop ce que cette fille lui trouve, parce que c'est un mec qui a toujours été très discret, partisan du risque zéro, quoi, vraiment, et elle, c'est quelqu'un de très spontané, et donc il va y avoir un peu cette espèce de chamboulement dans la vie d'Arthur Martin. C'est un film dont j'aime beaucoup la narration, parce que c'est un film qui s'autorise plein de petits détours pour te raconter diverses petites choses. Donc par exemple, le personnage principal, Arthur Martin, il vote Jospin. Et il dit, et il fait la comparaison en disant que Jospin, c'est le meilleur produit qui n'a pas remporté le marché. Et c'est drôle parce qu'après il dit, dans ma famille, en fait, c'est un truc de famille, on a toujours aimé les produits qui étaient mieux que le reste, mais qui n'ont pas remporté le marché. Et donc il va par exemple parler du clavier, je crois que du clavier Bepo peut-être, qui est un clavier qui est plus pratique pour écrire que tous les autres claviers, mais qui n'est pas le clavier qui a remporté le marché, et donc qui est tombé dans l'oubli. Et donc il fait le parallèle entre Jospin et tous ces objets-là. C'est plutôt, et je trouve ça rigolo. Et c'est un film, voilà, qui, j'ai souvent ce terme clapichien dans les films français, parce que pour moi il a pas inventé un genre, clapiche, mais c'est vrai qu'il a un peu ce registre de faire des espèces de chroniques, de portraits de personnages, où il va s'autoriser une narration un peu déconstruite, plein de petits détours pour réussir à raconter plusieurs choses du personnage, ou même de la France, on va dire. Donc il y a toute une partie aussi qui m'a pas mal plu sur le passé, en fait, familial du personnage principal, et qui explique beaucoup de choses vis-à-vis de son rapport avec ses parents, tout ça. Et il va, si je me plante pas, je sais qu'il va essayer de creuser ça, parce que voilà, il y a tout un rapport avec le fait que potentiellement sa famille était juive et ils ont changé de nom pour éviter de se faire embarquer pendant la guerre. Enfin, il y a tout un truc sur en fait la symbolique du nom et qu'est-ce que les noms conditionnent chez les gens. Parce que c'est un peu on va dire le prémisse du film, c'est de se dire que si t'es Arthur Martin, tu vas pas te faire traiter de la même manière que si tu t'appelles Rachid, ou si tu t'appelles Cohen, quoi. Enfin voilà, ça implique d'autres choses sur la manière dont les gens vont t'aborder. Et donc justement, c'est cette vision où on essaye de faire en sorte que non, il ne faut pas s'arrêter à la façade d'un nom, parce que les noms, déjà, sont mensongers, parce que des histoires font que tu peux avoir un nom très lambda, mais un passif familial bien plus rempli, et qui implique beaucoup plus de choses que ce que Arthur Martin pourrait laisser suggérer, déjà, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi une moralité de dire, en fait, on s'en fout, quoi. Et donc, c'est pour ça que je ne révèle pas la fin, mais il y a un jeu rigolo, un petit truc rigolo sur la fin du film, justement, et le nom. C'est un film que j'aime bien, qui est très politisé, un vrai film de gauche, mais qui me fait vraiment marrer. Il y a des vraies séquences très très drôles, et les personnages jouent très bien. Franchement, Jacques Gamblin, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et dans ce film, je le trouve excellent. Et Sarah Forestier, elle sortait de l'esquive, elle était vraiment sur sa période post-César, du meilleur espoir, et elle envoie du steak, elle est vraiment à 200% dans le rôle. Bon, il y a plein de séquences où elle est très nue dans le film. À un moment, elle perd une bretelle de t-shirt, et il y a son sein qui sort à une caisse de supermarché. Je crois qu'elle prend le métro nu même carrément.
ou un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment une espèce de un côté décomplexé dans son personnage face à la nudité. Et non, c'est un film que j'aime énormément. Et donc, je vous le recommande si vous connaissez pas ce film, franchement, ça vaut grave le coup. Et j'aime beaucoup l'acteur principal, pas l'acteur, j'aime beaucoup le réalisateur aussi, qui a pas fait que des super films, mais qui a fait un film après que j'aime beaucoup, qui s'appelle Telego Show, qui a un peu ce style de réal où il va s'amuser à faire, à présenter une époque, un lieu, des personnages, et à te faire des allers-retours un peu n'importe où, des trucs fantasmes, des visions de rêves, pour te parler de plein de petites idées comme ça. Il y a toujours plein de petites idées qui irriguent sa mise en scène. Et j'étais un peu déçu du dernier que j'ai vu de lui, qui était le film avec Bakri, qui s'appelle Monsieur Schmitz, ou je sais pas quoi. Enfin, un peu déçu, où c'est un voyage en voiture, mais qui était pas si bien que ça, malheureusement. Donc voilà, franchement, Le Nom des gens, je vous le recommande fortement. Et on va passer au numéro 2, et le numéro 2, c'est un vieux film qui doit se passer avant les années 80. Je sais que c'est un peu médisant de dire vieux film, mais voilà, bon, on se comprend, c'était pour faire le rime entre deux et vieux. Et je suis tombé sur La Balade sauvage de Terrence Malick. Ah là là, le premier film de Terrence Malick qui raconte l'odyssée de deux personnages qui, suite au meurtre de la famille d'un des deux personnages, partent dans une espèce d'épopée, une fuite, une cavale, comme on dit, dans les Badlands de l'Amérique, et vont vivre une espèce d'idylle dans la nature, en ayant toujours ce truc de peut-être se faire rattraper par la loi pour le crime qu'il a commis. C'est donc avec Martin Sheen et Sissy Spacek, et c'est donc le premier film de Terrence Malick, et je trouve ça fascinant de voir à quel point ce film est séminal de tout son cinéma, principalement son cinéma de jusqu'à Tree of Life, parce que c'est vrai qu'à partir de Tree of Life, il y a eu un bousculement dans sa manière de faire des films, mais il contient vraiment tout ce que le cinéma de Terrence Malick va contenir par la suite, c'est-à-dire déjà un rapport à la nature extrêmement intense, et le fait que les personnages humains, on va dire, cohabitent avec la nature, mais y apportent toujours de la violence, c'est-à-dire que l'humain dans la nature est toujours source de violence à un moment, et donc il y a par exemple toute cette séquence où les personnages vivent vraiment dans une forme d'harmonie dans la nature. Ils se sont créés une petite cabane près d'une rivière, et vraiment, c'est un côté idyllique. Mais, vu qu'ils sont traqués, à un moment, des gens vont débarquer pour les choper, et donc va s'en suivre une espèce de moment ultra violent qui va donc contraster entre le côté apaisant et harmonieux de la nature avec la violence apportée par l'homme. Et c'est donc par exemple des thèmes qu'on va retrouver dans La Ligne Rouge, qui est vraiment un film qui parle de ça, qui est un film de guerre qui se passe au paradis, enfin, l'équivalent du paradis sur Terre, les espèces d'îles dans le Pacifique magnifiques, où les hommes se font la guerre et se tuent. Donc tu alternes entre des moments idylliques, où le mec fait de la pirogue avec des enfants dans un endroit paradisiaque, et la scène d'après où il gravit une montagne, il se fait tirer dessus, et il a les boyaux de son collègue dans les mains, quoi. Donc il y a ça dans ce film. C'est aussi, il contient aussi un personnage principal qui est narrateur, mais de manière assez philosophique. Donc c'est Sissy Spacek qui narre l'histoire, et elle a toujours ces espèces de monologues en voix off qui vont t'éclairer un peu sur la vision du monde d'un personnage, ou la manière dont on perçoit un moment. C'est assez intéressant, et ça va se retrouver par exemple dans le film d'après qui est Days of Heaven, Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, où c'est le personnage de la petite sœur qui est narratrice dans Days of Heaven, et là donc c'est Sissy Spacek. Voilà, c'est un film qui est potentiellement son plus conventionnel en termes de mise en scène et de narration, c'est-à-dire qu'on est encore dans du cinéma qui est assez convenu de la manière de filmer, quoi, avec des scènes filmées de manière un peu académique, quoi, même si voilà, il conserve cette fascination pour les soleils couchants, les grands paysages. On découvre déjà ça dans le film. J'aime beaucoup ce film, je trouve que ça fait partie de ces films qui te pose un cinéaste. C'est con, mais il y a peu de films vraiment où tu vois ce film et tu fais putain, derrière ça il y a un mec qui va pas passer inaperçu. Et il s'est avéré être Terrence Malick, donc c'est quand même très très loin d'être un mec qui est passé inaperçu. Et au-delà de ça, c'est un vrai film qui te crée un mood, qui te parle aussi d'une Amérique à une certaine époque, d'une certaine, de l'Amérique d'un certain moment, qui est l'Amérique de la fin de l'Amérique, on va dire. Comment on dit les gens de la campagne déjà, merde, l'Amérique rupestre. Non, pas du tout rupestre, c'est quoi le terme?
Eh ben écoutez, j'ai un énorme trou sur ce mot. Mais donc voilà, donc c'est l'Amérique profonde, mais c'est pas ça le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Voilà, après c'est aussi un peu l'histoire de deux amants qui n'ont pas le droit de s'aimer à la base, parce que tout le film démarre sur le fait que le père de la fille veut pas qu'elle fréquente ce garçon qui est juste un espèce d'éboueur, un peu à la James Dean, bad boy, on sent le bad boy un peu au grand cœur. Et donc bah, ça prolonge un peu ce délire-là, et vu que le père va devenir une opposition, doucement va y avoir bah, c'est là où le meurtre va avoir lieu, le premier meurtre, et donc ça va découler de toute cette série de violences pour réussir à... En fait, c'est une course en avant dans la violence pour réussir à fuir un refus initial, quoi. C'est assez intéressant, et vraiment, il est ressorti il n'y a pas longtemps au cinéma, enfin non, il y a pas mal de temps, mais vu qu'il y a eu une rétrospective Terrence Malick qui a eu lieu il y a 2-3 ans, bah, j'ai eu la chance de le revoir au cinéma. Et franchement, très belle découverte de voir un film de Terrence Malick sur le grand écran, c'est quand même toujours très très agréable. Voilà, donc j'ai pas vu quoi. Je crois que le seul Terrence Malick que j'ai pas vu, c'est Song to Song de ces derniers. Sinon, j'ai tout vu et c'est vraiment un réalisateur que j'aime énormément, qui me fait toujours voyager beaucoup dans ses films. J'aime plus ses films. Pour moi, son pinacle, c'est Tree of Life. Là, j'ai rarement autant connecté avec un film de Terrence Malick qu'avec Tree of Life et même avec aucun autre film, franchement. Quel film Tree of Life pour moi. Et depuis, j'avoue que j'ai un peu plus de mal. Et d'ailleurs, j'ai une triple critique de 3 films de Terrence Malick, dont La Balade sauvage, Les Moissons du ciel et La ligne rouge, sur ma chaîne. Je vais mettre le lien parce que c'est une très très vieille vidéo que j'aime beaucoup. Je trouve que j'ai plutôt été pas mal dessus, bien écrite et tout ça. Mais c'était à l'époque où je n'avais pas du tout d'abonnés, donc personne ne l'a vu cette vidéo. Et bon, bah écoutez, c'est dommage, mais vous avez l'occasion de rattraper cette vidéo si vous aimez Terrence Malick et que vous voulez avoir mon avis dessus. Et ben voilà, il y a cette vidéo qui est quelque part dans un des deux coins, là je sais jamais parce que vu que c'est miroir, je crois que c'est ce coin-là. Et vous pouvez aller la checker, franchement ça me fera très plaisir de me donner, voilà, que vous me donniez votre avis sur cette vidéo et sur mon avis sur ces 3 films de Terrence Malick. Et d'ailleurs, j'ai totalement oublié de le faire, mais je veux faire ça à partir de maintenant. Dès que je parle d'un film, je vais dire, est-ce que j'achèterai ou pas ce film, est-ce que j'ai envie de le posséder? Et donc oui, les deux dont j'ai parlé, Le Nom des gens et La Balade sauvage, c'est 2 films que je serais très heureux de posséder dans ma Blu-ray Tech ou dans ma vidéothèque, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je vous les recommande honnêtement les deux. Et à chaque fois je vous dirai est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Et le numéro 3, alors comme d'hab, le numéro 3 c'est un film dont j'ai envie de parler. Alors là j'avais pas vraiment d'idée et je me suis dit quel film j'aime énormément et dont j'ai envie de faire découvrir aux gens. Et bien écoutez, je vais parler de Dazed and Confused, le film de Richard Linklater. Donc, Dazed and Confused, c'est son 2e film après Slacker. Slacker, j'en parlerai aussi un jour, mais de toute façon, je parlerai de Richard Linklater un jour, parce que c'est un réalisateur que j'aime énormément, et donc voilà. Et écoutez, Dazed and Confused, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et c'est un peu le préquel spirituel, ou c'est plutôt le film d'après, qui est donc Everybody Wants Some, qui est sa suite spirituelle, même si c'est pas vraiment les mêmes personnages du tout, mais c'est un peu cet état d'esprit. Et donc ça parle de quoi, Dazed and Confused? Ça parle du dernier jour de lycée de gens qui sont en première. Alors faut faire gaffe parce que moi j'étais perdu tout le film, je pensais qu'ils étaient en terminale, mais en fait non, ils sont en première, donc ils ont encore une année de lycée à faire après ça. Et donc ce dernier jour de lycée, cette dernière soirée avant les vacances d'été, où on va suivre un groupe de jeunes sans réelle trame. Alors il y a 2-3 choses qui constituent une forme de récit, dans le sens où le personnage principal doit, pour la saison prochaine, signer une espèce de lettre qui implique qu'il ne va pas boire, il ne va pas se droguer, il va être hyper sérieux pour réussir à donner le meilleur de lui-même dans son équipe de sport, et il n'a pas envie de signer cette décharge, parce que il considère qu'il est jeune et qu'il a envie de faire ce qu'il veut et que ça ne l'empêchera pas d'être bon en sport non plus. Enfin, il a ce côté un peu, il n'a pas envie d'avoir cette autorité-là qui le cadenasse. Il y a... on sait qu'il va y avoir une soirée qui va se faire. Est-ce que le personnage va réussir à organiser cette soirée ou pas? Et il y a surtout les personnes qui sont en 3e. Alors c'est pas les mêmes trucs parce qu'on est dans le système américain, mais en 3e, et qui vont donc rentrer au lycée et après, qui vont se faire bully. Alors bully de manière assez vénère, hein, le principe du bullying, enfin du bizutage dans cette ville à ce moment-là. Donc on est au Texas dans les années 70. C'est vrai que c'est important de le préciser, on est fin 70 et donc c'est un peu l'époque de l'enfance de Linklater, hein. Il y a vraiment un côté où le mec va réussir à replonger dans ses souvenirs pour reconstituer son époque et réussir à te replonger dans ce monde-là, quoi. Mais c'est de la nostalgie intéressante. Et donc, le bizutage consiste à voir les mecs de terminale, donc non, les futurs terminales, donc les mecs de première, c'est compliqué,
qui débarque à la sortie des cours et qui frappe le cul des élèves de 3e avec une espèce de batte de baseball plate, de batte de cricket un peu. Donc c'est hyper violent, et donc il y a des vraies séquences de bizutage assez hardcore, et il y a aussi d'autres bizutages que les filles font aux filles, où elles les font demander en mariage des mecs, genre de choses. Et donc on va suivre tout un espèce de panel d'individus, de lycéens, assez différents, qui vont, errer dans cette ville, prendre une bagnole, faire une roulée en voiture, aller au drive-in, bouffer un burger, jouer au baseball, il y a un match de baseball, faire des canulars, aller jouer au billard, aller boire des bières dans la montagne. Voilà. Enfin, c'est vraiment une espèce de moment dans le temps, dans un groupe de jeunes. Et c'est un film que j'aime énormément parce que déjà, il y a des interprètes qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. C'est quasiment le premier film de Ben Affleck, si je ne m'abuse. Je crois que c'est vraiment le premier film de Ben Affleck même. C'est le film qui lui permettra d'obtenir... il sera vu en fait dans ce film-là, et c'est ce qui va lui permettre de faire un rôle important après, mais j'ai oublié quel rôle important ce film-là a réussi à provoquer. Je vais peut-être faire une petite recherche pour vous le dire quand même. Ensuite, il y a Matthew McConaughey, qui est quasiment encore une fois dans son premier film, je pense, qui joue un mec qui bosse qui est beaucoup plus vieux que tout le monde et qui bosse dans la construction, enfin dans le bâtiment de la ville. Et donc il peut être un peu vu comme un mec qui a pas eu d'ambition dans la vie, mais lui il kiffe. Et voilà, et il y a cette phrase mythique qui dit j'aime beaucoup les lycéennes, elles vieillissent, enfin moi je vieillis et elle reste toujours au même âge. Parce que voilà, c'est le genre de mec qui se tape des jeunes meufs, et donc il est encore dans la fleur de l'âge, donc ça va, mais il y a un côté un peu border, on sent le personnage, il est cool, mais il peut être vu un peu comme un loser par d'autres gens. Donc ça, c'est les deux personnes qui sont vraiment des gens très connus. T'as Mila Jovovich qui est dans un tout petit rôle qu'on voit pas beaucoup, mais qui est quand même présente. T'as un acteur qui jouera dans Two Days in Paris et dans Friends, j'ai oublié son nom, mais qui joue un mec qui se pose plein de questions et qui fait un peu partie des losers. Mais c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est un portrait d'une classe qui est pas du tout caricatural. C'est-à-dire que même s'il y a des stéréotypes qui sont apparents, voilà, il y a le stoner, c'est le mec qui fume de la bœuf et qui parle toujours de bœuf. Mais c'est pas genre, il traîne pas qu'avec des stoners, et il n'y a pas ce côté clique qui va après être vachement mis en exergue dans les films, dans les teen movies américains. Parce qu'on est quand même dans un teen movie d'une certaine manière, parce qu'on parle de la jeunesse américaine. Mais c'est pas un film c'est un teen movie de l'ère pré-American Pie, mais qui s'inspire pas de ce mouvement teen movie qui est le fait de vouloir faire des films racoleurs pour les adolescents russes, ce qui est intéressant et qui parle de sexe et tout ça. Là, le film brasse évidemment ce genre de sujet, mais pas de manière racoleuse, de manière très mature finalement. Et tous les personnages paraissent vraiment réfléchis, matures, intéressants et intelligents. Même les cons ont quand même des réflexions qui sont intéressantes. Et voilà, même les mecs qui font que du sport, tout ça, il n'y a pas ce côté vraiment... C'est un film qui évite toute caricature sur les personnages qui dépeint. Et ça, j'aime énormément parce que c'est vrai que venant de France, on a cette vision du lycée américain qui est un monde hyper en clique. Et d'ailleurs, il y a des séquences mythiques de teen movie qui en parlent, ou de films de teen movie, par exemple un film comme Lolita malgré moi, là... Mean Girl, qui est un film culte aux États-Unis, joue vraiment sur cette organisation du lycée en caste, vraiment. Et t'as l'impression que le lycée s'organise comme ça, quoi. Et que de temps en temps dans les films, on te présente, il y a des castes, et de temps en temps, il y a un groupe qui arrive à être... Breakfast Club, quoi, qui est d'un coup qui se constitue de gens de plusieurs castes. Et génial, ça peut exister en fait, l'amitié extra-caste. Mais tu vois, il y a cette vision du lycée qui a été vraiment portée par les teen movies et qui potentiellement existe. En tout cas, moi, connaissant pas le lycée américain, n'y étant jamais allé, j'ai cette vision vraiment, ça se passe comme ça dans le lycée américain. Et pour le coup, un film comme Dazed and Confused, Génération Rebelle, je crois en français, c'est un film qui te montre qu'en fait, non, les lycées américains, ils sont comme nous. Enfin, c'est juste, il y a des individualités qui ont des affinités, donc qui vont se regrouper et se retrouver pour certains trucs. Mais c'est pas parce que le mec est pas dans l'équipe de football que tu es obligé de lui donner des coups de coude à chaque fois que tu le croises dans le couloir, quoi. Enfin, je veux dire, ça marche pas comme ça. Et ce film est vraiment intéressant pour ça. C'est-à-dire que même les mecs qui sont des gens qui vont être un peu des losers, mais c'est toi qui le perçois même comme des losers, qui vont pas aux soirées et tout, c'est parce que les mecs, en fait, ils se considèrent être un peu plus intellectuels, ça les fait pas marrer de se bourrer la gueule, et ils ont l'impression ils perçoivent pas ce délire-là de manière forcément positive, donc là, ils le font parce que c'est genre la dernière soirée de l'année, mais sinon, ils se disent, bah non, ça n'a pas été c'est pas ma cam, et c'est un choix qui vient d'eux, quoi. Il n'y a pas ce côté, ils sont exclus parce que c'est des mecs qui sont intellectuels, quoi. Et ça, j'aime énormément cette vision-là
dans Génération Rebelle. Je trouve que c'est pas mon film de Linklater que je préfère. Je préfère largement Everybody Wants Some, par exemple, qui est la suite, parce que là, c'est genre le premier jour de la fac. Donc, même s'il y a, voilà, c'est pas les mêmes personnages, tout ça, mais il y a vraiment des parallèles qui se font. Et d'ailleurs, le dernier plan de Génération Rebelle, c'est une voiture qui part sur la route. Et le premier plan de Everybody Wants Some, c'est quasiment la même voiture qui arrive à la fac. Donc il y a vraiment un lien qui existe avec ces deux films qui ont été faits quand même avec quasiment 30 ans d'écart. Donc c'est un film que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas bien les teen movies et que ça vous plaît et que c'est un teen movie qui est assez méconnu. Il n'y a quasiment pas d'édition. Moi j'ai acheté une édition Blu-ray qui est pas française parce qu'il n'a pas été édité chez nous. Vraiment une très très belle surprise et si vous ne connaissez pas le cinéma de Linklater, n'hésitez pas à y aller. Et il y a un jeune youtubeur, j'ai oublié son nom, Tom je crois, je ne veux pas dire de conneries, qui a fait une super vidéo justement sur Génération Rebelle, Dazed and Confused, qui est vraiment super bien faite. Donc n'hésitez pas à aller la checker, je vais la mettre en lien, là elle va apparaître sa vidéo, elle vaut grave la peine. On s'était rencontrés à la CC Night et on avait parlé de Linklater et moi un fan de Linklater, j'en croise beaucoup des fans de Linklater et j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui est très populaire en Italie. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a un rapport, Linklater c'est un cinéaste du temps, enfin je veux dire c'est quelqu'un qui aime filmer le temps, parce que ses films se passent souvent quasiment de manière... en temps réel quasiment, enfin il y a pas mal de films qui se passent un peu comme ça, ou de manière très resserrée, le temps d'une nuit, ou d'un coucher de soleil, ou en 3 jours, là c'est vraiment une seule soirée, Dazed and Confused, et ça fait partie de ces films justement qui sont dans cette grande ligne de Linklater, et je pense qu'il y a un parallèle à faire entre Linklater et le cinéma italien, le grand cinéma italien, qui peut être intéressant, sur cette espèce de spleen qu'il arrive, de spleen qu'il arrive à inculquer dans ses films, qui peut me faire penser à certains réalisateurs italiens, tu vois, des films comme les films d'Ettore Scola, là, mes meilleurs amis, je ne sais plus comment ils s'appellent, je vais mettre l'affiche pour pas avoir l'air d'un con. Voilà, je trouve qu'il y a un parallèle quand même qui existe entre les films d'Ettore Scola et Richard Linklater. Je pense qu'il a été inspiré de ça, vraiment, vraiment beaucoup. Et pour le coup, le dernier Tarantino qui est sorti, il était une fois Hollywood, que j'ai enfin vu, et pour le coup, vraiment un vrai mood Linklaterien un peu quand même. Enfin voilà, on sent qu'il y a l'école de Linklater qui est passée par là. Cette volonté de ne pas s'embarquer dans un récit, de dépouiller toute forme d'événements dramaturgiques, de casser les codes de narration pour te proposer juste un parcours de personnage, une immersion dans un univers et dans un monde et dans une époque. C'est très très Linklaterien, hein, il était une fois Hollywood. C'est The Film Talker, on a parlé dans sa critique, et je suis d'accord avec lui. Il y a vraiment cette espèce de mood à la Everybody Wants Some qui s'en dégage, où il y a une reconstitution d'une époque qui est vraiment très fidèle, et on sent que le mec a vécu cette époque et essaie de te la retranscrire. Alors Tarantino c'était enfant, donc c'est un peu différent, parce que là Linklater il prend des personnages qui ont eu son âge au moment où ils vivent les choses. Enfin, vraiment il fait une projection totale dans ces personnages, et c'est génial. Mais non, franchement j'aime énormément Linklater, donc je crois que j'ai assez dit, et je vais juste vous dire de quel film Ben Affleck a été repéré, enfin quel film il a fait après avoir joué dans ce film-là. Eh ben, sans vouloir me planter, je crois que c'est Les Glandeurs ou Mallrats de Kevin Smith. Je crois que c'est ça, et d'ailleurs, il y a vraiment, encore une fois, un parallèle qui existe entre Génération Rebelle et Richard Linklater et Kevin Smith, quoi. Il y a vraiment, encore une fois, cette volonté de juste faire parler des personnages et montrer que même l'Américain moyen, c'est pas une caricature, c'est un mec qui a des choses à dire et qui a un avis sur tout. Et qui, évidemment, en fait, est le reflet du réalisateur, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est des mecs qui ont en fait adopté un peu cette espèce de côté film d'auteur. C'est fondamentalement les 400 coups, parce que voilà, on est sur du Truffaut, enfin c'est la même démarche, mais appliquée à des réalisateurs hollywoodiens. Et c'est vraiment fascinant, parce que l'Amérique, pour moi, c'est chargé de fantasmes, et quand deux mecs arrivent à me faire des films sur un lycée, juste une sortie de lycée et une épicerie, j'arrive à être à donf dedans, parce que l'Amérique, tu me filmes une épicerie et je suis à donf. Je pense que tu me fais pas ça partout, hein, mais tu me fais la même chose au Japon, je pense que je kiffe aussi. Mais voilà. Donc c'est vrai il y a vraiment... Les 400 coups, je pense que c'est vraiment le film séminal de tous ces mouvements-là, quoi. C'est juste, on revit une époque que le réalisateur, il met beaucoup de lui, de son enfance, de sa manière d'avoir vu le monde, et il te le rebalance en espèce de chronique comme ça, extrêmement dépouillée d'histoire, avec des épisodes qui sont pas vraiment romanesques, mais qui arrivent à te faire un film fascinant quand même.
Le numéro 4, c'est Moonrise Kingdom de Wes Anderson, un film que j'aime aussi, mais énormément. Là, on est sur... Évidemment, Dazed and Confused, je l'ai acheté en Blu-ray, donc je vous le recommande et je le mettrai largement dans ma vidéothèque. Je pense que je vais devoir faire la liste des films que je mets dans ma vidéothèque et des films que je ne mets pas dans ma vidéothèque. Je vais essayer de fournir ce document ou de vous le mettre en description avec un Google Sheet ou un truc comme ça. On va travailler sur le sujet. Mais donc, revenons à Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom qui est donc sorti en 2012. Je pense que c'est l'avant-dernier film de Wes Anderson, je ne crois pas me gourer en disant ça. Donc il a fait L'île aux chiens et celui d'avant, il avait fait Le Grand Budapest Hotel. Et donc ça c'est Moonrise Kingdom qui donc venait après La Vie aquatique ou Darjeeling Limited. Je pense que c'était le Darjeeling Limited juste avant. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui est dans une colo de vacances chez les scouts et qui va fuguer parce qu'il va aller rejoindre une fille qui est dans une famille qui est en fait sur une île où se passe la colo de scouts. Et les deux, donc ils ont entre 10 et 12 ans je pense, vont aller s'isoler pour vivre une espèce d'idylle sur une côte en forme de croissant de lune, une magnifique côte, une magnifique baie. Et leur disparition va mettre en branle toute une série de personnes qui vont partir à leur recherche, donc que ce soit la colo, tous les scouts, ou de l'autre côté la famille avec la police, le policier de l'île, tout ça. Donc c'est un film qui parle de l'enfance, qui parle de la transition entre l'enfance réelle et l'adolescence, ce moment des premiers amours, tout ça. Et donc il y a par exemple une scène qui est, je trouve, totalement mythique et magnifique, où les deux dansent sur la plage, sur du Linda Hardy, là, sur le temps des copains et de l'aventure, où ils dansent et ils ont leurs premiers ébats sexuels, où la fille lui fait toucher ses seins. Enfin, voilà, il y a cette espèce de découverte de la sexualité par un enfant, par un ado. Vraiment, on est sur une séquence qui peut être un peu compliquée à aborder quand même, parce que c'est vrai que les acteurs ont l'air vraiment très très jeunes, mais on parle quand même de sexualité. On est sur un Wes Anderson où il est allé encore... là, il se précise encore plus que ses films précédents dans son style. On est sur le style de Wes Anderson, vous savez, moi je trouve que c'est un style qui est très en aplat 2D. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, et d'ailleurs ça lui convient très bien de faire du film en stop motion. Ah, il y a eu Fantastic Mr. Fox aussi dans le tas que j'avais oublié. Parce qu'il joue vraiment sur ce côté, c'est une succession de tableaux en 2D, j'ai l'impression, du Wes Anderson. Enfin, pas en 2D, mais il y a beaucoup de latéralité en fait dans ses déplacements. C'est-à-dire qu'il va te faire des déplacements qui sont soit des longs travelling, soit des panneaux où tu vas passer d'un cadre à un autre. Mais il y a très peu de... Il y a pas vraiment de... La caméra avance ou ne recule quasiment jamais. Enfin, il y a vraiment cette esthétique qui, pour moi, me donne l'impression, et d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, parce que tu vois, par exemple, la vie aquatique, la manière dont il construit son décor et dont il le filme, c'est un décor coupé en deux, enfin, pas coupé en deux, mais, vous voyez, comme une maison de poupée, en fait, ou le bateau de la vie aquatique. C'est comme une maison de poupée où tu as le bateau, tu ouvres le bateau, et donc tu as toutes les pièces que tu peux voir, auxquelles tu as accès, il filme ça, tu vois, comme s'il mettait sa caméra sur une maison de poupée, et il déplace sa caméra comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, il y a vraiment ce côté, voilà, cette latéralité de la mise en scène où il pourrait filmer tout, ça pourrait être un jeu vidéo en 2D, quoi. Enfin, il y a vraiment ce rapport à deux dimensions dans ces mouvements de caméra qui sont souvent haut, bas, droite, gauche. Et ce film ne fait pas exemple ça. C'est un film qui fait aussi appel à un côté un peu cartoon, mais du cartoon très carton-pâte. C'est vrai qu'il y a un parallèle avec Gondry qui existe. Je me rappelle d'une séquence où il y a des jeunes qui veulent le faire chier et qui sont en moto, tout ça, et qui se battent contre lui, contre le personnage principal. Et où il y a des incrustations d'onomatopées, il y a une flèche à un moment qui est tirée, je crois, et donc il y a tout un plan sur une flèche qui a l'air très fausse, juste pour symboliser la flèche qui va pénétrer dans les fesses du mec. Enfin, c'est une mise en scène qui est très colorée, hein, vraiment ça pète de couleurs dans tous les sens. Il y a des plans vraiment marquants. Moi, je repense à toute l'introduction du camp de scout, c'est un énorme travelling latéral avec des scouts dans tous les sens. Là. Enfin, tu passes plein de tentes de scouts et tu suis souvent des personnages. Il y a un casting aussi assez énorme. Hein. C'est un film avec Edward Norton, Bill Murray, Bruce Willis. Il y a qui d'autre? Je crois qu'il y a aussi il y a Francis McDormand, je crois. Enfin, vraiment un film qui a un casting énorme, qui arrive à te développer plein de personnages secondaires avec des petites histoires. Je sais que le personnage de Bill Murray, c'est genre le père de famille totalement amorphe qui
qui n'arrivent plus à communiquer. De toute façon, les personnages de Wes Anderson ont un côté un peu neurasthénique. J'ai pas envie de dire autiste, parce que c'est insultant pour les autistes. Mais... parce qu'ils ne sont pas autistes du tout, mais je veux dire, ils sont un peu neurasthéniques, il y a un côté mou. Et donc lui, par exemple, Bill Murray, son moyen d'évacuer de compenser son manque de communication, c'est d'aller couper des arbres. Donc il va couper des arbres dès qu'il a un moment où il se sent un peu vénère. C'est vraiment c'est un très beau film. Franchement, sur l'enfance, c'est un vrai film qui te plonge en enfance, qui te fait... J'adore les films qui arrivent à reparler de cette époque, et tu sens encore une fois que c'est un film qui est habité par un réalisateur qui revit un moment de sa vie et qui arrive vraiment à te la retransmettre et à t'y plonger sensoriellement, quoi. Tu te revois vivre cette aventure, le premier amour, le fait de partir à l'aventure avec une fille quand tu as 12 ans, enfin, tu vas te prendre pour un grand. Et c'est vraiment de ça que ça parle, quoi, tu vois, alors que c'est d'une naïveté absolue, et c'est ça qui est bien, c'est que le style de Wes Anderson, il convient parfaitement à ce côté fable ultra naïf, parce qu'il y a un côté irréel, il y a un côté dépouillé, décousu, enfin, pas décousu, mais ouais, l'imagerie de Wes Anderson, c'est une imagerie qui est très lisse, qui est très dépouillée, vraiment, enfin, c'est un peu... J'arriverai pas à trouver le bon mot pour la décrire, mais il y a un côté très symétrique, très encadré, quoi, et ça convient bien avec une forme sur l'enfance aussi, en fait, parce que finalement c'est assez simpliste, enfin, tout est simple, quoi. Il y a un côté vraiment, vu que ça ressemble à des maisons de poupées, je trouve que ça ressemble un peu à du jouet. Enfin, il y a cette imagerie qui se télescope et qui font que le film a l'air d'être un côté un peu fable à la Guimauve, quoi, et c'est vraiment super. Est-ce que c'est pas mon Wes Anderson préféré? Faudrait que je revoie Grand Budapest Hotel, parce que j'avais adoré, mais je l'ai pas revu depuis le cinéma, et peut-être que, voilà, en me refaisant toute sa filmo, je serais... Moi, j'aime énormément ce réalisateur. J'ai hâte de voir son prochain film, où il a un casting de dingue, qui a été tourné à Angoulême, là. Mais c'est un réalisateur que j'aime énormément, qui est vraiment... Ce qui est génial dans la carrière de Wes Anderson à observer, c'est son émancipation progressive vers son cinéma à lui. Vraiment. C'est-à-dire que son cinéma, et vous regardez son premier film qui est Bottle Rocket, il contient déjà tout ce qui fait son cinéma en termes de thématique, de direction d'acteurs, de personnages. Il y a vraiment il y a ce côté isolation du monde, personnages en fuite, personnages qui ont des problèmes de communication, qui n'arrivent pas à s'exprimer, à exprimer leurs émotions. Il y a vraiment tout ça, côté famille, fraternelle. Il y a vraiment toutes les thématiques qui sont déjà là. Le fait de devoir s'opposer à une forme de convention pour réussir à s'émanciper. Enfin, ouais, ils font un braquage dans une bibliothèque, le premier, pas un casse dans une bibliothèque, Bottle Rocket. Et donc il y a quasiment tout ce qui fait Wes Anderson, mais visuellement, il n'y a pas encore son style, parce que son style demande vraiment des gros moyens et une forme de... C'est des styles à parti pris très forts, les films de Wes Anderson. Et plus il va faire des films, plus il va progresser, plus son style va plaire, et plus il va s'enfoncer et réussir à peaufiner son style. Et je trouve que le dernier, on va parler des live action, le Grand Budapest Hotel, c'est vraiment là où il a le plus marqué son style, quoi. Il va faire différents formats pour montrer différentes époques, il va vraiment... L'image, elle est très particulière. Tu reconnais son film en 1 seconde 50, tu sais que c'est un film de Wes Anderson. Et c'est quelque chose qui va s'affiner avec le temps. C'est-à-dire que vous prenez La Famille Tannenbaum, il y a énormément d'aspects Wes Andersoniens, mais même dans l'esthétique, dans la manière de filmer, on n'est pas encore pleinement dans son genre. Et chaque film fait un pas en avant vers un parti pris encore plus radical, quoi. Et je trouve que, par exemple, La Vie aquatique, c'est un film où d'un coup, tu vas voir un plan séquence à l'épaule, sur un bateau comme ça, qui dénote totalement avec ce côté justement ultra posé, quasi des cases de BD qui s'enquillent, quoi. Ouais, c'est plus ça, il y a un côté vraiment BD en fait dans sa mise en scène. Et donc on sent qu'il va aller de plus en plus dans ce côté jusqu'au boutiste, de réussir à te faire un film entièrement dans son genre, parce qu'il a les moyens de le faire maintenant. Et donc moi c'est vraiment un réal que j'aime énormément. Qui est toujours assez particulier, et c'est toujours un vrai voyage ces films, et donc je vous le recommande si vous ne connaissez pas Wes Anderson, et que c'est une très bonne porte d'entrée Moonrise Kingdom, parce que il est vraiment au moment où il s'est vraiment installé dans son genre, mais c'est un film qui parle d'un sujet universel qui est l'amour et l'enfance. Donc je pense qu'il est vraiment plus abordable que des films comme Les Tenenbaum ou même La Vie aquatique, qui est déjà un peu plus barré, et qu'il faut accepter le délire. Là, je pense que c'est dans les récents, c'est peut-être le plus abordable, et à la fois celui qui contient déjà vraiment beaucoup son style. Donc, comme porte d'entrée, si vous aimez bien celui-là,
intéressez-vous au reste de sa filmo. Évidemment, je l'ai en DVD, Blu-ray, il fait partie de ma filmothèque, évidemment. Le numéro 5, on est sur un film de Tarantino. Tarantino oblige, évidemment, et on est sur Reservoir Dogs, son premier film, écoutez. Quel grand film, Reservoir Dogs, hein, quel grand film. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un groupe de braqueurs qui vont braquer une bijouterie, mais on ne verra jamais ce braquage, et on assistera juste à leur retrouvaille après ce braquage, où il s'est passé des choses pas cool, parce que les flics ont débarqué, on en tiré sur un, tout ça. Et donc on est dans l'espèce d'entrepôt qui va suivre le braquage. On va assister à tout ce qui se passe après ce braquage, qui s'est pas bien passé, avec ces différents braqueurs qui ont tous une personnalité assez particulière. Et surtout, le gros truc, c'est que parmi ces braqueurs, apparemment, il y aurait eu un flic. Qui c'est? Mystère et boule de gomme. Donc on est sur le film séminal de Tarantino, qui contient encore une fois énormément de son cinéma et tout ce qui va suivre par la suite. Même si je trouve qu'il a gardé une idée globale de son cinéma, mais par exemple, tu prends Il était une fois Hollywood, on est moins dans le... il a quand même mis de l'eau dans son vin sur certains trucs. Donc le film, par exemple, commence sur un monologue sur Madonna qui explique, qui est culte, hein, qui explique qu'en fait, Like a Virgin, c'est quoi comme chanson? C'est une parabole de... putain, j'ai oublié c'est quoi la métaphore, mais en fait, qui théorise sur un événement ou un objet pop culturel. Et donc le film part de là. Et après, on a vraiment pas mal de séquences de dialogue vraiment cultes. Et je trouve que c'est un film qui est parfaitement maîtrisé sur ces dialogues. Enfin voilà, on a des dialogues qui sont du velours déjà. Rien que par exemple toute la théorie sur le fait de typer, de mettre des pourboires. Enfin, ça te raconte des choses sur tous les personnages. Ce genre de séquence, voilà, Monsieur Rose, Monsieur Pink qui veut pas typer, qui est joué par Steve Buscemi. C'est un film d'une fluidité, mais impressionnante, qui est divisé en plusieurs chapitres. On est presque dans du huis clos, hein, mine de rien, et pourtant le film passe en un clin d'œil. On ressent pas du tout ce côté un peu relou du huis clos. Après, il y a un peu d'extérieur, on voit les mecs courir dans la rue, on voit des rendez-vous dans des bars, on voit le diner au début, donc c'est pas que un huis clos, mais il y a quand même énormément de huis clos. Mais voilà, la temporalité est parfaitement maîtrisée. On va faire différents chapitres, à chaque fois c'est des noms de personnages, donc on va suivre un peu ce qui leur est arrivé et comment ils en sont arrivés là. Et que dire que c'est pas pour rien que le mec s'est direct mis sur la carte du cinéma avec ce film-là. Évidemment, il va vraiment, vraiment, vraiment éclairer aux yeux du monde grâce à Palme d'Or et Pulp Fiction, mais tout est déjà dans Reservoir Dogs et c'est quasiment... Enfin, le film est pas parfait, mais je veux dire, il est en tant que premier film, j'en connais peu qui sont autant bien faits que celui-là, quoi. Franchement... ça fait partie de ses premiers films vraiment magistrales, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Évidemment, c'est un film qui emprunte énormément à City on Fire de Ringo Lam, sur le concept, le fait de suivre un groupe de braqueurs et de voir... et sur la fin, voilà, c'est vraiment les deux principes fondamentaux du film qui sont repris, même si dans le film de Ringo Lam, on voit le braquage, il y a quand même des vraies différences, hein, mais bon, voilà, ça fait partie de tout ce questionnement sur la filmographie de Tarantino, plagiat, hommage, inspiration... voilà, c'est sûr que pas mal de gens n'adhèrent pas à ce discours-là, n'adhèrent pas à sa manière. Je le dis à chaque fois, ça fait déjà le troisième Tarantino dont je parle. Mais moi, je trouve quand même que ça fait une œuvre en soi. J'ai pas l'impression d'avoir un mec qui me remanipule un autre film et qui me bidouille un truc pour me faire un film pour réussir à s'en tirer, quoi. Enfin, je sais pas, je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps là qui s'appelle, comment il s'appelle, de Capture Mag, Stéroïde, qui analyse un peu la genèse des films d'action, un truc comme ça, la diégèse des films d'action, je sais plus c'est quoi le terme étrange, l'exégène des gros bras, je crois que c'est ça le sous-titre. Et la vidéo c'est sur Tarantino, et ils font le parallèle avec Yojimbo, donc Yojimbo, et Pour une poignée de dollars, donc le film de Kurosawa, que Léon a repris. Oui, mais le truc c'est que le parallèle, pour moi, il est pas correct, parce que je ne crois pas me planter, autant Kurosawa, il a fait un procès qu'il a gagné à Sergio Leone pour une poignée de dollars, qui reprenait donc Yojimbo, garde du corps, je crois que ça s'appelle en français, parce que le mec lui avait totalement plagié sa trame et son concept, et bref, c'est quasiment le même film en termes de péripéties, de héros et tout ça. Là où je ne crois pas que Tarantino ait dû payer quoi que ce soit pour City on Fire. Enfin, il n'a pas été attaqué pour plagiat, enfin... c'est pas vraiment la même chose. Je trouve que dire que c'est pareil, je trouve ça quand même particulier, parce que ça voudrait vraiment dire que tu considères que c'est un
un remake de City on Fire. Et pour le coup, je trouve que ça l'est pas. Voilà. Et quelle fin, la séquence de l'oreille aussi de Michael Madsen, là, avec cette musique. Il y a tout, je vous dis, il y a la violence soudaine de Tarantino, ce côté, même si le gore est évité, mais quand même, il arrive à te faire... c'est une séquence qui est vraiment glaçante. Il y a la musique qui est déjà excellente. Il y a vraiment des personnages campés avec sa clique qui commence à se créer, des mecs comme Michael Madsen qui joue dans quasiment, pas tous ses films, mais dans beaucoup de ses films. Il y a évidemment Harvey Keitel qui reviendra dans Pulp Fiction, dans le rôle de Wolf. Voilà, ça fait partie de ces films qui sont vraiment excellents. Et le look, les costards, le fait d'avoir des noms de couleurs, tout ça, ça participe à créer une espèce de mythologie immédiate quoi, qui rend le film génial. Et Tarantino joue dedans, mais on le voit très très peu. On le voit que au début, je crois. Ouais, il joue. Je sais plus qui joue. Je crois qu'il joue Mr. Brown. Hein. Ouais, je crois qu'il joue Monsieur Marron. Mais je suis plus. Je garantirai pas. Et évidemment, il y a Tim Roth en Monsieur Orange. Enfin voilà, c'est un excellent film. Un culte qui va évidemment dans ma filmothèque. Il est validé, évidemment. Oh, le numéro 6. Le numéro 6, on est sur un film de Christopher Nolan. Pas du tout mon préféré. The Dark Knight Rises. Oh là là, pouf. Alors, The Dark Knight Rises, est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire? Oui, on va quand même essayer de la résumer. Même si c'est un énorme bordel. Donc, on est 8 ans après le Dark Knight. Batman a disparu. Batman n'existe plus parce que Batman est victime de la mort d'Harvey Dent dans l'histoire du film. Voilà, on a compris que Harvey Dent était mort à cause de Batman. Donc, Batman n'existe plus. Mais grâce à ça, il y a eu le Dent Act qui a été signé, et donc on a pu mettre plein de criminels en prison, et donc la criminalité a chuté en flèche à Gotham, et donc Gotham n'a plus besoin de Batman. Mais, quelque part en Afrique, un avion s'écrase, et un scientifique est capturé. Et en fait, on met le sang du scientifique dans le corps d'un mec pour faire croire que le scientifique est mort. Bref, je commence à rentrer dans le côté alambiqué du film. Et en 2 mots, va y avoir la ville de Gotham qui va être assiégée par Bane, qui va donc couper tous les ponts de la ville et isoler Gotham et menacer Batman de faire... Pas Batman, menacer la ville, ouais, Batman, de faire sauter une bombe nucléaire dans Gotham si un citoyen ne se déclare pas. Enfin, franchement... Je vous avoue qu'en fait, je comprends rien à ce film. On a fait un sketch avec David, The Film Talker, sur Dark Knight Rises, parce que pour moi, c'est vraiment un drame, ce film. C'est ma plus grosse déception de l'histoire de ma vie au cinéma, quoi. Enfin, vraiment, j'ai jamais été autant déçu d'un film que celui-là. C'est dramatique, hein, vraiment. Je l'ai vu plusieurs fois et je peux pas l'aimer. Je le déteste, ce film. Je le déteste. Pour moi, c'est vraiment... Il passe après le plus grand film de super-héros de tous les temps, pour moi, qui est The Dark Knight, qui est un de mes films préférés, qui rentre potentiellement dans mon top 10 de films que je préfère de tous les temps. Et il arrive et il fait de la merde. Mais de la merde. Enfin, je ne comprends rien à ce film, quoi. C'est grotesque. C'est un enchaînement de trucs, mais mal branlés, de facilités de scénario... De ce truc qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que le plan n'a pas de sens. Tout le principe du méchant n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, le plan de Bane n'a ni queue ni tête. Mais vraiment, quoi, je ne comprends rien. Donc, ça me fait un mal au cul, quoi. Ça me fait un trou au cœur dès que j'en parle et dès que je le vois, parce que je me dis, mais putain, mais le gâchis, quoi. Le gâchis de ce film. Alors, je sais pourquoi le gâchis. Le truc, c'est qu'en plus, je m'explique le gâchis. Je sais pourquoi ce film est ce qu'il est. Alors, l'histoire, c'est qu'évidemment, Nolan avait plus ou moins une suite prévue pour le Dark Knight. Il savait vers où il voulait aller après, qui allait impliquer le Joker et un procès autour du Joker et potentiellement Bane, potentiellement d'autres personnages, je dis pas. Mais il y avait une autre histoire. Et Heath Ledger étant mort, il a dû réécrire le film rapidement. C'est d'ailleurs ce dont on fait la blague dans le sketch qu'on a fait. Il a dû réécrire le film parce que il devait délivrer le film quand même, quoi. Et donc tu le sens que le film il est écrit à la va-vite par un mec qui d'habitude fait des scénarios qui sont du velours et qui sont vraiment rodés comme pas permis, quoi. Là c'est n'importe quoi ce film. Enfin vraiment, je veux dire, le film n'a ni queue ni tête, quoi. Donc c'est déplorable. Il y a des idées qui sont intéressantes. Moi j'aime bien par exemple le design de Catwoman qui se dit jamais Catwoman, mais qui quand elle lève ses lunettes a des oreilles de chat. C'est très malin et ça rentre dans son concept de tout rendre ultra réaliste et crédible.
Et donc voilà, il y a des idées qui sont plutôt qui fonctionnent, mais le nombre de trucs débiles, bah voilà, on s'amusait à faire un sketch d'1 h 30, enfin de 20 minutes pour le défoncer, parce que David, il aime bien ce film, hein. The Film Docker, il a fait le sketch en aimant bien le film. Vraiment, c'est un film qu'il aime bien, il arrive à passer outre tous ses défauts. Moi, je n'y arrive pas, quoi. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas le film, déjà de 1. Je ne comprends pas le plan du méchant, les enjeux, le pourquoi. C'est-à-dire que, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais le plan du méchant, c'est de mettre une bombe dans la ville, de dire qu'il y a quelqu'un qui a une télécommande qui peut faire sauter la bombe à tout moment, pour genre montrer que en fait l'humain est mauvais fondamentalement, c'est genre ça, enfin le chaos, c'est la Ligue du Chaos qui revient, là, Ra's al Ghul, tout ça. Et en fait, ils font ça pendant longtemps pour qu'au final, juste avant que la bombe explose, parce qu'elle est supposée exploser, parce qu'il y a un moment où forcément le truc est instable, on découvre que la personne qui avait la télécommande, c'était pas un citoyen lambda, c'était en fait Bane, enfin, ou la méchante. Mais c'est veut dire quoi? Enfin, quelle est la finalité du truc? À quoi ça te sert d'avoir attendu tout ce temps? C'était juste pour donner une leçon à Batman, pour que Batman, dans sa cellule, il observe Gotham devenir chaotique. Enfin, bref, franchement, je comprends pas. Expliquez-moi hein, si vous arrivez à me justifier le fait que ce film a du sens. Et ce qui est relou, c'est qu'on parle de Nolan, quoi. Vraiment, c'est ça qui me fait chier. C'est que ce serait n'importe qui, à la limite, j'arriverais à me dire, bon, ok, enfin, ils essayent de me mettre de la poudre aux yeux, mais Nolan qui fait ça, ça me fait vraiment chier. Parce que c'est pas dans son habitude. Nolan, normalement, il est en pleine maîtrise de ce qu'il raconte. Et là, je vois le truc bidon à souhait, quoi. Mais rien que la première séquence, déjà. La première séquence, alors ouais, c'est spectaculaire, il a vraiment fait ça en vrai, le crash de l'avion, machin, Bane qui est accroché, avec la carcasse de l'avion qui lui tombe autour et tout, c'est super impressionnant. Mais c'est alambiqué pour rien. C'est-à-dire que tu fais la même chose avec n'importe quoi, enfin, je veux dire, il y a tellement de manières plus simples de faire ce truc dans l'histoire, quoi. Je veux dire, les méchants, le principe du truc, c'est de faire croire qu'un mec est mort. Et pour ça, tu vas aller l'intercepter en vol, lui changer, lui mettre du sang dans le cadavre d'un autre gars, calciner le truc. Mais tu fais ça. Mais pourquoi tu fais ça? C'est aussi compliqué que ça? Enfin, je sais pas, t'as pas besoin de faire tout ça. Enfin, voilà, après, je suis d'accord, il y a un film et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où tu vois le côté je force, quoi. Et ce film, c'est un film qui force. Et je trouve que les scènes d'action sont pas impressionnantes, elles sont mal réalisées. Je veux dire, la séquence de charge des policiers qui n'ont pas d'armes face aux criminels, mais c'est grotesque. C'est une séquence grotesque qui me fait de la peine. Franchement, ça me fait de la peine. Tous les mecs qui courent, et genre, t'as un raccord, enfin, c'est monté avec le cul, t'as un moment, truc gens qui tirent, t'as le flic principal que t'as un peu suivi qui genre meurt comme ça, et après, enfin, tu comprends même pas comment les mecs peuvent arriver à pas se faire défoncer, quoi. Ils ont des AK-47 en face d'eux, ils se font mitrailler comme ça, et tu sens rien de ça. Alors ouais, les combats entre Bane et Batman, oui, c'est pas mal, il y a un côté brut, vraiment, c'est des beaux combats à main nue, ça c'est plutôt bien foutu. Heureusement que c'est pas trop mal, mais voilà, il y a tellement de trucs grotesques, quoi, la Bat-Becky, enfin... Que des trucs comme ça, Robin, alors ça c'est quand même le truc, c'est vraiment le clin d'œil à 2 balles 3, quoi. Et en fait, il s'appelait Robin. Ah, c'est Robin en fait, oh là là, trop bien. Ok, pourquoi pas, enfin, non mais je vous dis, les flics qui vivent qui vivent dans les égouts, qui se font enfermer dans les égouts, qui sortent pas, enfin, qui arrivent à subsister comme ça dans les égouts pendant 6 mois. Voilà. Et je vous parle même pas de Batman qui a le temps de faire son bat de signal avant de revenir aller taper les méchants, quoi. Enfin, bref, je comprends pas ce film. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que, enfin, je veux dire, je fais pas partie de ces gens qui sont, enfin, je me dédouane à chaque fois de dire, ouais, la cohérence, tout ça, c'est pas forcément ce qui importe et tout. Oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que Nolan, il construit ses scénarios là-dessus. C'est-à-dire qu'il construit son univers sur une forme de réalisme, de crédibilité ultime pour que tout ce qui s'y passe a un impact plus fort. Parce que tu es supposé y croire, t'es pas supposé te poser de questions, quoi. Et ce film, c'est pas possible. Tu t'en poses tout le temps. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc ça me... Et même, voilà, ça me déprime. Et si l'action était rehaussée, je dis pas, tu vois, si d'un coup le machin qui vole, là, c'était génial, c'était trop bien, ça faisait rêver et tout. Bah ok, mais en fait non, ça fait pas rêver, ce truc qui vole, je trouve que c'est pas intéressant la manière dont il le filme. Alors oui, il a vraiment fait un vrai truc qui volait, en utilisant très très peu de numérique et tout, mais
si c'est filmé de manière ultra plate et pas intéressante, bah ok, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et pareil pour, par exemple, la course-poursuite en moto, tout ça, là, qui passe du jour à la nuit en un raccord, quand tu passes après le Dark Knight et que tu me fais ça, mais c'est la déprime, c'est la déprime. Donc celui-là, vous voyez, je le mets pas dans je le valide pas. Voilà, ça je vous le dis, je le valide pas. Pour moi, c'est vraiment pas validé. Dark Knight Rises, c'est non, non, non. Puis, franchement, pour moi, ce film n'existe pas, quoi. Enfin, tu vois, ce délire de se dire Indiana Jones 4, il n'existe pas et tout. Moi, ça fait vraiment partie de ces crève-cœurs, quoi. Pour moi, la trilogie de Dark Knight de Nolan, elle est foireuse à cause de ce dernier volet et je regrette vraiment que ce volet existe, quoi. Ça me déprime. Ouais, c'est comme ça, hein. Et le numéro 7, on est sur un film d'été, The Way Way Back, qui est un film, vraiment le vrai film d'été, vraiment cool, sur un gamin qui va se retrouver à bosser ou à glander, je sais plus s'il bosse, je pense qu'il bosse, dans un parc d'attractions aquatiques, un été. Alors il est en vacances avec sa mère et son père, je crois, son beau-père, c'est important parce que c'est un mec qui est pas agréable avec lui, son beau-père c'est Steve Carell, et il va trouver un espèce de mentor dans le parc aquatique qui est joué par Sam Rockwell, si je ne m'abuse. Et c'est vraiment une chronique d'été. J'aime beaucoup les films chroniques d'été, il y en a plein. Et sur cette période, encore une fois, charnière, où tu passes de l'enfance à l'âge adulte, vraiment, où voilà, le temps d'un été, il se passe des choses, tu as les amourettes qui existent. Enfin, on est un peu sur cette thématique. La fin de l'été. Et ça va être le nom de l'épisode, la fin de l'été. Parce que normalement, il devrait sortir fin août. Et fin août, c'est la fin de l'été. tout va bien. Et donc, j'aime énormément ce film. C'est un film sur les rapports parentaux, les familles recomposées, le fait de réussir à introduire, à percevoir le beau-père comme un ennemi, à percevoir le futur beau-fils comme un ennemi aussi. Enfin, en fait, c'est deux amours pour une mère qui forcément se rentrent en conflit l'un et l'autre, parce que les deux aiment la mère, mais veulent que la mère les aime eux et pas les autres. Hein, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Non, dans The Way Way Back. J'aime bien ces récits qui offrent un père de substitution. Le beau-père, il est vraiment horrible. C'est vraiment un mec qui le diminue, quoi, qui l'enfonce. Et d'avoir le personnage de Sam Rockwell qui débarque et qui va lui apprendre à avoir confiance en lui, à l'épanouir. Et c'est génial. À cet âge-là, tu as besoin de modèles, quand tu as l'âge du personnage, qui est 14 ans, un truc comme ça. Tu as besoin de personnages qui, quand tu n'as pas de père et tout ça, c'est important, les gens qui te construisent. Et j'aime bien ce film qui traite de ce sujet-là, de montrer qu'en fait, tu peux pas juger quelqu'un à 14 ans, c'est quelqu'un que tu dois justement accompagner vers où il doit être. Et c'est pas en rabaissant les gens que tu vas réussir à les faire devenir, à les épanouir, en fait. Et le personnage de Steve Carell, c'est quelqu'un qui rabaisse systématiquement le personnage principal, et Sam Rockwell, c'est quelqu'un qui va l'accompagner pour que le personnage révèle son potentiel et s'épanouisse. Et c'est vraiment très naïf et beau, quoi. Et il y a un personnage d'une fille, évidemment, parce que film d'été, amourette, évidemment, qui est joué par Anna-Sophia Robb, qui est une actrice que j'aime beaucoup, dans les jeunes actrices des années 2010, qui avait joué dans le pont Bridge to Terabithia, là, le secret de Terabithia, qui est aussi, voilà, qui arrive à dégager une forme de pureté qui ressemble un peu à Elle Fanning dans le profil. Et c'est marrant parce que je trouve qu'elles auraient pu avoir les mêmes carrières, quoi, les deux. L'une me fait vraiment penser à l'autre et vice versa. Et c'est Toni Collette qui joue la mère, pareil, très très bonne actrice. Enfin, c'est quand même, on parle d'un film qui, mine de rien, a un gros casting, quoi. T'as Steve Carell, Toni Collette, Sam Rockwell dans les 3 rôles principaux. Et t'as aussi des guests, enfin des rôles, des seconds rôles qui sont très très bons. T'as le mec qui jouait le Dean dans Community. T'as Anna-Sophia Robb, qui est une actrice que j'aime beaucoup. T'as Rob Corddry, qui est le mec qui joue dans Hot Tub Time Machine, qui est aussi très bon et qui est très drôle. Et qui, dans ce film, pareil, arrive à apporter vraiment un registre humoristique. Mais on n'est pas sur de la farce, on n'est pas sur du gag. On est sur un film qui te fait la chronique d'été, hyper touchante, sincère, que je vous recommande vraiment. Je ne mettrai pas 20 € dans un Blu-ray dedans, mais pour le coup, voilà, je le louerai bien un soir pour le mater un été avec des potes. Voilà, c'est comme ça que je le découvrirai. Mais c'est un bon film d'été. Franchement, si vous aimez les films d'été, celui-là en vaut grave la peine. Le numéro 8, je pense qu'on est au 8, je me suis peut-être perdu en route, mais je crois qu'on est au 8, c'est Kung Fu Hustle en anglais ou Crazy Kung Fu en français, donc un film de Stephen Chow, qui est le film qui venait pour moi après Shaolin Soccer, réalisé en 2004, qui est un film totalement barré sur... Alors ça commence sur 2 gangs qui se
qui s'opposent dans une ville un peu en mode western. Et il y a un mec qui meurt, je crois que ça commence comme ça. Et je sais plus du tout, je l'ai vu il y a vraiment pas longtemps, hein. Pour le coup je l'ai vu il y a vraiment peu de temps, il y a moins de 6 mois je pense. Mais j'arrive pas du tout à me souvenir de la trame principale, quoi. Alors je vais aller lire le synopsis parce que je me souviens de séquences, mais alors l'histoire... Alors, je viens de relire le synopsis, c'est vrai qu'en fait c'est totalement alambiqué, donc t'as le personnage de Singh qui veut de montrer qu'il est super fort au sabre et qu'il peut faire partie d'un gang, et le gang en question essaie de s'emparer d'un endroit qui est genre une espèce de ville ou une rue sacrée qui est protégée par des maîtres du kung-fu qui sont dissimulés parmi les habitants. Et donc en fait, il y a tout un truc où le mec va essayer de se battre, à chaque fois il va se prendre des roustes, et finalement il va y avoir des gens qui vont arriver de l'extérieur, et il va aider à les battre, ou ce genre de truc. Et en fait c'est un prétexte pour enchaîner les combats loufoques. On est dans du Stephen Chow pur et dur, donc on est entre le cartoon et la réalité. Un film qui est extrêmement cartoonesque, avec des combats dantesques, des plans de caméra dingues, des mauvais effets spéciaux. C'est totalement jouissif, et c'est vraiment cool. Après, c'est un peu nawak, donc voilà, l'histoire, elle est totalement alambiquée. On est dans du western, on est dans un pseudo-western, mais farfelu un peu. Et donc c'est pas évident à suivre, c'est pas évident de s'attacher au perso. Il y a lui qui joue évidemment le rôle principal, hein, évidemment. Et le film repose sur un principe comique qui est plutôt simple, qui est que le personnage se prend pour un boss, et qu'en fait c'est un gros loser, et donc il va enchaîner au début, enfin toute la première partie où en fait c'est un loser qui se prend pour un loser magnifique, quoi. Et donc il y a des gags plutôt rigolos dont je me souviens, par exemple à un moment où il veut montrer que c'est plus fort, et il veut dire je suis capable de péter la gueule à n'importe qui, et il désigne des gens dans l'audience. À chaque fois qu'il désigne un mec, genre il y a un petit binoclard, le mec est caché derrière des gens, et quand il sort de la foule, tu vois en fait un gros bodybuilder, ou pareil, après il fait non finalement toi là le gamin, et en fait le gamin pareil, il est sur un corps super musclé. Donc c'est vraiment ce loser qui est accompagné par un mec aussi, et il y a un enchaînement de combats ou de séquences un peu grotesques. Je me rappelle d'une séquence où le mec lui envoie des couteaux, veut jeter des couteaux et finit par envoyer tous les couteaux sur son pote sans faire exprès. T'as une boulangère qui est toujours avec la clope, qui finit par être une super guerrière au bâton. C'est grotesque, c'est vraiment un délire de western fantasque dans la Chine un peu particulier. C'est un cinéma qui a réussi à s'exporter en France et qui est quand même sorti. Je me rappelle, il y avait une grosse promo à l'époque. Enfin, c'était un film qui n'est pas passé inaperçu. Alors que mine de rien, on est sur un sujet, sur un registre totalement barré et qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Donc moi, je suis pas un grand fan du film. Je l'ai vu il y a peu de temps et je m'en souviens quasiment plus, quoi. Enfin, c'est vraiment, le film ne m'a pas du tout imprimé. C'est assez rude, alors que pourtant c'est gavé d'images marquantes, de délires visuels forts. Enfin, ça devrait être un film dont je devrais me souvenir vraiment bien. Mais quand ça veut pas imprimer, ça veut pas imprimer, quoi. Et je sais pas à quel point, pourquoi je l'ai absolument pas. Pourquoi j'ai pas réussi à m'en souvenir à ce point? C'est un peu troublant. J'avoue que ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète, mais écoute, il y a des fois, les films, ils te parlent ou ils te parlent pas. Et là, celui-là, il m'a pas masse parlé, quoi. J'ai bien aimé certains trucs, j'ai rigolé à des trucs, mais bon, c'est rentré dans un œil et c'est ressorti de l'autre, malheureusement. Donc, est-ce que je le mets dans ma liste? Franchement, je pense pas. Je pense que voilà, moi je le mets pas dans ma vidéothèque, Crazy Kung Fu. Faut bien que dans l'idée, je mettrais tous les films de la planète, mais si je devais choisir, non. Je m'achète pas le Blu-ray ou le DVD, non, ça va. Et donc pour le 9, écoutez, c'est vous qui me l'avez proposé, donc j'ai pris parmi les commentaires de ma dernière vidéo qui avait été proposée avec le numéro 9, j'ai tout mis dans un shuffler, et on va taper au pif. Allez, c'est parti dans le shuffle. Et donc, c'est Argo, proposé par la Barberousse. Argo, film réalisé par Ben Affleck, qui a reçu l'Oscar du meilleur film en 2013, Oscar du meilleur film 2013, qui raconte l'histoire assez improbable, mais réelle, d'un agent de la CIA qui est obligé de faire croire qu'il va faire des repérages pour un film en Iran, pour réussir à faire sortir des gens qui avaient été enfermés dans l'ambassade britannique des Américains lors des émeutes qu'il y a eu dans les années 70 en Iran, suite à je sais plus quoi, la révolution islamiste, ou je sais plus ce qui s'était passé, mais en deux mots c'était la merde, et l'ambassade américaine avait été envahie, et ils avaient réussi à s'échapper et à se planquer dans une autre ambassade voisine, et donc ils vont réussir à faire tout un plan en faisant croire que c'est des gens d'une équipe de film pour réussir à les faire évader. C'est un film que j'avais pas du tout aimé au cinéma. Mais vraiment pas, j'avais trouvé ça pas forcément ultra fascinant et intéressant.
et que j'ai revu. Il est passé sur France 2 il n'y a pas si longtemps, et je me suis dit, tiens, je vais le revoir. Voilà, je trouve que c'est un film qui fonctionne vraiment sur sa fin, quoi. Enfin, sur tout son moment de suspense. Et, euh, et pourquoi pas, quoi. Enfin, le principe est génial. En fait, c'est vrai. Je vais repartir au départ. Le principe du film est génial. Le fait de faire un film où finalement le cinéma a sauvé des vies. C'est quand même génial de se dire ça, de se dire waouh, putain, mais c'est quand même une histoire, waouh, ça fait plaisir, quoi. De se dire qu'en faisant croire qu'on va faire un film, on a réussi à sauver la vie de 3, 4 personnes, je sais plus combien. C'est génial. Mais au-delà de ça, je trouve que finalement, c'est pas très, très, très folichon, quoi. Il y a le suspense, forcément, à la fin, il fonctionne, et t'es un peu tendu, et t'es pris en haleine, mais ça marche sur 20 minutes à la fin, quoi. Et tout le reste, bon, la mise en place, elle est sympathique, elle est intéressante, et il y a un côté rigolo de se dire, c'est le plan le plus improbable que la CIA a proposé, et voilà, ils vont jusqu'à faire des visuels, ils écrivent tout un faux scénario pour justement faire une lecture, enfin, ils font en sorte que le film existe, la CIA, pour que il soit crédible d'aller en Iran faire des repérages, et donc emmener une équipe de tournage, quoi. Et donc ramener une équipe de tournage, justement. Mais ça fait partie de ces films où je me dis, l'idée est plus sympa que le film. C'est-à-dire que je lirais un article qui me raconterait ça, ou un documentaire, je serais tellement plus... Enfin, ça me captiverait plus que ce film qui, finalement, une fiction bien tiédasse, enfin, très, très simpliste et pas forcément folichonne, même en termes de mise en scène, il n'y a pas d'audace, c'est vraiment... c'est Ben Affleck, hein. Ben Affleck, mine de rien, il a appris l'école un peu académique. Il a un peu, quand tu regardes ses films en réal, il a vraiment fait. Alors moi, il y a des films que j'aime beaucoup de lui, hein, The Town et le premier Gone Baby Girl. Je trouve que c'est des très bons films en termes de réal et tout ça. Mais il a vraiment un peu ce parti pris de, ouais, Eastwoodien peut-être un peu. Enfin, ce côté classicisme hollywoodien basique où on va te raconter des histoires sur des héros, des persos, on va te les figer bien et on va te dérouler le parcours comme ça sans faire des choses fantasques avec ta caméra ou je sais pas quoi. Donc, le film fonctionne, je suis pris en haleine, le concept me plaît, mais j'en ressors pas grand chose. Et quand j'ai vu qu'il avait eu l'Oscar, waouh, comment j'ai fait la gueule! Je me suis dit, mais c'est chaud. Et alors, ma théorie, je vous avoue, c'est pas du tout que c'est un film extraordinaire qui méritait l'Oscar, c'est que c'est un film qui t'explique que le cinéma sauve des vies. Donc, fatalement, les gens qui votent aux Oscars, ce sont tous des gens qui bossent dans ce milieu-là, et ils se sont sentis ultra valorisés par ce film. C'est-à-dire que c'est un film qui te raconte que Hollywood, grâce à l'industrie hollywoodienne, eh ben, on a sauvé on a réglé un problème géopolitique, on a sauvé le monde. Et c'est dans l'ambassade du Canada où ils sont retenus, les mecs, maintenant que j'ai le flash. Donc je comprends qu'il ait eu l'Oscar pour ça, hein, ça fait partie de tous ces films qui, vu qu'ils mettent Hollywood sur un piédestal, ont eu l'Oscar. Enfin, c'est pas anodin, hein. Dès que tu fais un film qui met Hollywood très haut, t'as l'Oscar. Tu fais un film comme The Artist, qui a eu l'Oscar, parce que d'un coup, voilà, on te parle du grand Hollywood, c'est un hommage à Hollywood, fatalement, boum, Oscar. Est-ce que The Artist méritait l'Oscar l'année où il l'a eu? Je sais pas ce qu'il y avait en face, mais ça m'étonnerait grandement quand même que ce soit le meilleur film de l'année, vraiment. Est-ce que après, aucun film ne mérite vraiment l'Oscar. Enfin, on s'en fout un peu des Oscars, c'est pas le problème, mais je trouve ça toujours rigolo comme cérémonie et comme manière de marquer dans le temps. C'était le meilleur film de l'année, quoi. Et je trouve que Argo, pour moi, de ces 10 dernières années, c'est vraiment le film le plus genre, ouf, ah bon, ah bon, ah bon. Ah ouais, vraiment, les gars, Argo, quoi, Argo, waouh. Alors autant The King's Speech, c'est pas terrible non plus, mais c'était déjà limite, j'arrive plus à adhérer à King's Speech qu'Argo, que je trouve vraiment mollasson, quoi, mou du genou comme film, mollasson. Après, ça doit parler plus aux ricains. Le contexte géopolitique, je ne sais même plus ce qui a fait que les ricains ont dû se barrer de l'Iran comme ça. Il y a des trucs rigolos, hein, je dis pas, la séquence où le mec qui est réticent, qui est le mec le moins confiant de la bande, prend toutes explique à la douane tout le bordel il prend les palettes et il explique tout le film et tout ça, enfin il joue le jeu. C'est une séquence qui est rigolote, mais finalement il y a peu de... En fait, à vouloir être trop proche de la réalité, je pense, ça manque d'événements qui vont vraiment te créer de la tension et du suspense. Le film, à mon avis, est trop fidèle. Et donc, ça fait un film qui est malheureusement qui est pas assez palpitant, quoi.
C'est con, mais je pense que ce parti pris simpliste, réaliste de faire... les mecs ont quasiment aucune péripétie qui leur arrive. C'est-à-dire que le souvenir que j'en ai du film, c'est le Ben Affleck débarque, il doit convaincre les gens d'aller dans leur plan, alors il y a des doutes, c'est quand même bizarre comme plan, tout ça. Bon bah allez, vas-y, on y va. Et ils vont à l'aéroport et ils galèrent une séquence face à la douane où le mec doit se justifier, et puis après ils prennent l'avion, et vite fait, t'as finalement l'info qui filtre, et donc en parallèle, t'as tout qui se resserre, et tu te dis, ah non, finalement ils vont peut-être se faire choper à la fin, et en fait non, ils décollent, et voilà, c'est génial, ils s'en sortent quoi. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement où je me dis, waouh, la vraie scène de tension hyper bien foutue et tout, j'ai pas l'impression de la voir dans ce film. Mais oui, le cinéma sauve le monde, et rien que pour ça, c'est pas plus mal. Pourquoi pas? Mais franchement, moi je le valide pas, Argo. Non, je le valide pas. Ouais, des films, je suis dur. Hein. Peut-être que si vous aimez Argo énormément, Barberousse par exemple, si tu aimes Argo et que tu as présenté Argo pour une raison particulière, explique-moi. Dis-moi en quoi ce film est extraordinaire et pourquoi il mériterait d'être extraordinaire si tu l'aimes beaucoup. Mais moi, j'avoue que hermétique un peu. Je comprends, hein, j'ai l'impression que c'est juste ok, tout ça pour ça, quoi. Voilà, mais c'est un peu mon avis sur Argo, les gars. Et on va arriver au dernier film de cette liste. On est au 10e, si je ne m'abuse. Et on est sur un film d'un grand monsieur. J'ai nommé James Cameron, et on est sur un film de 1989 qui n'est toujours pas sorti en Blu-ray, malheureusement, dont les copies sont dégueulasses. C'est vraiment un drame. Il est passé à la Cinémathèque il n'y a pas longtemps. C'est Abyss, évidemment, The Abyss, donc film de James Cameron, qui raconte l'histoire. C'est quoi comme histoire? Mystère et boule de goum. Alors, si je me souviens bien, je l'ai revu il n'y a pas longtemps sur Arte, mais je ne l'ai pas vu en entier parce que ma télé a bugué à milieu, j'étais super vénère. Mais l'histoire de base, c'est un sous-marin qui disparaît, ou dont on n'a plus de nouvelles, on va envoyer une espèce de mission de secours en utilisant une plateforme pétrolière sous-marine, où on va envoyer des Navy Seals dedans, des Marines, dans la plateforme pétrolière pour réussir à aller porter secours à ce sous-marin. Et dans cette équipe qui va porter secours à ce sous-marin, il y a la future ex-femme du personnage principal qui est Bud, qui est donc joué par Ed Harris. Et en fait, ils vont potentiellement rencontrer des créatures, des espèces d'apparitions, une présence, une nouvelle présence, un truc qui est là, qui gravite autour de ce sous-sol sous-marin, qui s'avère être des extraterrestres. Voilà. Donc film de James Cameron, c'est une grande fresque sur un couple déjà. En fait, c'est vraiment ça qui est fort dans le film, c'est que c'est l'histoire d'un couple qui se déchire au début et qui vont devoir apprendre à se retrouver, à se re-aimer pour réussir à sortir vivant de cette épreuve et à pas avoir peur de l'autre. Et c'est une métaphore sur aussi les présences extraterrestres qui, les militaires, eux, perçoivent cette présence comme une menace qu'il faut absolument exterminer. Enfin, voilà, il y a ce côté, tout de suite, c'est un côté hostile vis-à-vis de cette entité. Et le personnage de Ed Harris j'ai oublié le nom de sa femme, mais qui est joué par Marie-Elisabeth Mastrantonio, bref, elle a le rapport où elle est beaucoup plus curieuse et ouverte vis-à-vis de cette présence. Et il y a aussi un orage qui a lieu au-dessus de cette station qui va donc provoquer, comme un film catastrophe, la station va donc tomber, il va y avoir des espèces de drames qui vont se passer, elle va être engloutie. Il y a vraiment toute une partie du film qui est un film catastrophe où on va perdre pas mal de personnages dus à des événements météorologiques. Que dire ce film, à part que c'est probablement le film le plus personnel de James Cameron. Donc James Cameron, qui est féru d'épopées sous-marines, aura tourné ce film-là en énorme partie sous l'eau. Il y a beaucoup de choses qui sont assez dingues. Hein. Il y a par exemple ce fameux liquide dans lequel les gens peuvent respirer. C'est-à-dire que tu l'avales et ça te permet de respirer. Je me demande si c'est pas un vrai truc en plus. C'est assez dingo. Donc il y a énormément de séquences qui sont basées sous l'eau, qui sont faites dans des sous-marins. Il exploite énormément toute cette imagerie de sous l'eau, et c'est un peu... on le connaît, hein, on sait qu'il a une fascination pour les grands fonds,
qui vont suivre après, même dans Titanic. Hein. Le film commence sur des gens qui vont explorer le Titanic, qu'il a vraiment fait lui-même et tout. Enfin, donc voilà, ça vient de là un peu. C'est aussi un film qui est novateur dans ses effets spéciaux, notamment avec ce fameux, cette espèce de créature en eau, qui est une espèce de truc tout liquide qui se balade dans la station. Et justement un personnage essaie de comprendre et appréhender et que l'autre essaye quasiment de détruire instantanément. Parce que voilà, les militaires, ils ont un côté où ils vont aussi avoir cette espèce de... Je crois qu'il y a une histoire de folie des profondeurs, un côté où ils vrillent, parce qu'ils ont l'espèce de... Tu peux devenir fou quand tu es trop longtemps sous l'eau. Et donc les militaires, ils partent un peu en couille aussi à cause de ça. Et ils deviennent un peu en mode antagoniste. Et pour moi, il y a l'utilisation d'un accessoire de jeu la plus magistrale de l'histoire du cinéma. Je le dis. Je vous raconte un peu le truc. Il y a le personnage de Ed Harris qui donc a... Et donc le personnage de Ed Harris, il est donc en instance de divorce avec sa femme, mais bon, il aime toujours tout ça. Et à un moment où il jette son alliance, parce qu'elle est avec elle dans le navire, enfin dans le bateau, donc tu vois, il y a ce côté... il se dit faut qu'il passe à autre chose, quoi. Et donc il jette son alliance dans les toilettes et il a un moment où il se dit ah non je peux pas, enfin je l'aime encore. Donc il va il plonge chercher son alliance, tu vois, et il est dans un espèce de gel antiseptique bleu noir bizarre. Donc il récupère son alliance et il la met au doigt. Et à un moment, quand il y a la première péripétie avec la tempête, il y a une porte qui doit se fermer. Et il faut pas que la porte se ferme, sinon il se retrouve enfermé du mauvais côté du bateau et il meurt. Et il met sa main et la porte est bloquée par son alliance, quoi. Et genre littéralement, son alliance lui sauve la vie, quoi. Et donc le symbole, il est énorme. Enfin, j'adore cette utilisation d'accessoires, tu vois. Enfin, c'est un objet qui jette, qui finalement, il replonge le chercher. Et cet objet qui symbolise l'amour qu'il a pour sa femme et l'amour entre les deux même, lui sauve la vie, quoi. Enfin, tu vois, c'est hyper fort. J'adore ça. Je trouve ça vraiment magistral comme utilisation d'objets. Il y a des parallèles avec le reste de sa filmo à Cameron, hein, surtout avec Avatar. Je pense que c'est les deux films qui sont... Ouais, non, Cameron a écrit quasiment tous ses films, même tous, je pense. Enfin, sauf True Lies, qui est un remake. Mais il y a vraiment des parallèles sur ce côté, ce rapport à l'hostilité, en fait. Où tu as des personnages qui décident que l'hostilité est une manière de percevoir le monde, et d'autres qui sont à l'inverse, qui considèrent que non, le monde c'est harmonieux, et donc les extraterrestres, en fait, ils ne sont que le reflet de ce que tu vas leur fournir, quoi. Et donc, tout le truc, c'est si tu les perçois comme des hostiles, ça va mal se passer, et si tu les perçois comme des alliés, ce seront potentiellement des alliés. Et donc, il y a un peu ce côté philosophique qu'il y a dans Avatar aussi, avec Jack Sully, ce côté Can you see me, tu me vois vraiment pour ce que je suis, machin. Et je crois qu'il y a quasiment une phrase qui est similaire. À un moment, je crois que la femme, elle dit une phrase du style mais faut que tu vois au-delà des apparences, regarde, qu'est-ce que tu vois vraiment, vois avec ton cœur. Enfin, c'est quasiment cette symbolique-là qui est aussi présente dans Abyss, qui est hyper forte. Il y a deux versions. Il y a une version longue qui est... Moi, j'avais le Laserdisc à l'époque des deux. La version longue, je me rappelle qu'elle est mieux, parce qu'il y a surtout cette fin dantesque, avec une espèce de vague énormissime, une vague gigantesque qui va s'écrouler sur plusieurs villes. Et justement, le climax, c'est une espèce de montée en puissance avec cette vague énorme qui est potentiellement détruire des millions de personnes. Et voilà, l'enjeu est d'un coup décuplé et visuellement c'est ultra fort. Je crois que c'est pas dans la version courte. Et le problème, c'est que la version courte, elle était sur Netflix à une époque, mais dans un format dégueulasse, genre limite en 4 tiers, en SD, en 720, même pas 720. Enfin, vraiment, c'est ça le problème de ce film, c'est qu'il n'y a pas de copie accessible au grand public de bonne qualité. Moi, je rêverais que le Blu-ray sorte. Là, j'attends vraiment, parce que sur Arte, il est passé une fois dans une copie dégueulasse, mais en version longue, mais la copie était ignoble, et ma télé a bugué, donc j'ai pas pu le voir jusqu'au bout, j'étais super vénère. Mais surtout, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de... Alors, il y a la légende qui dit que... Enfin, pas la légende, c'est dans l'interview, il dit que le RIP Blu-ray, la copie HD est prête, mais Cameron veut la superviser, donc il faut juste au moins qu'il la valide. Il faut juste qu'il trouve le temps de regarder au moins une fois Abyss pour valider, apparemment, mais il trouve pas le temps de le faire, monsieur Cameron. Donc, si jamais vous regardez la vidéo de la critique masquée, monsieur Cameron, honnêtement, sortez-le votre Blu-ray d'Abyss, quoi. On veut tous le voir, Abyss en format HD, parfait, remasterisé, magnifique et tout. Là. Enfin, c'est un de vos meilleurs films. C'est peut-être même... ouais, c'est un de tes meilleurs films, Cameron. Donc, franchement... Laisse-nous le profiter dans un bon format, quoi. C'est dommage de passer à côté. En plus, les bonus vont être dingues parce que le tournage, c'est un truc de fou. Enfin, tournage sous l'eau comme ça, c'était n'importe quoi. Je veux dire, là, c'est vraiment un énorme challenge que le mec s'est fixé.
Et il a réussi à faire un gros film qui fonctionne parce que c'est de la SF, mais parce que au centre de tout ça, en fait, c'est un mélange entre un film de SF, un film catastrophe, et une magnifique histoire d'amour, quoi. Et il y a cette espèce de proto-Titanic hein, dans l'espèce de mélange de faire une énorme histoire catastrophe poignante avec une histoire d'amour extraordinaire au milieu, quoi. C'est cette force hein, que Cameron a hein, de réussir à certes être magistral dans l'action, enfin ouais, il a fait des super films d'action, mais de réussir à être hyper humain, sincère avec les persos et que faire en sorte que les histoires d'amour, t'y crois et c'est finalement ce qui prend le pas sur tout le reste et ce qui font que ces films sont vraiment magnifiques et géniaux, quoi. Le film de Cameron, c'est pas un des meilleurs réalisateurs de tous les temps pour rien, hein, c'est pas... Et pourtant, il peut avoir un peu l'impression que ça paye pas de mine hein, en termes d'audace visuelle et tout ça, mais c'est très académique et bien fait. Mais c'est au service toujours des persos, de l'histoire, de l'immersion du spectateur. Il y a un côté, c'est d'une simplicité enfantine, mais c'est ce qui fait que c'est parfait. Et les films de Cameron, franchement, ça fait partie de ces rares réals hein, qu'on dit zéro faute. Hein. Quasiment sans faute, Monsieur Cameron. Je n'ai pas vu son tout premier, là, dont il a à peine crédité, le truc pour Roger Corman, Piranha 2 ou je sais pas quoi. Mais depuis ça, le mec a fait que des sans faute. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de nul. Il y a même que des films géniaux. Attends, on va essayer de rapidement les refaire en tête. Terminator 1, c'est extraordinaire. Aliens, c'est extraordinaire. Terminator 2, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Abyss, c'est magnifique. Titanic, c'est grandiose. True Lies, franchement, c'est énorme. Moi, je trouve ça, en termes de film d'action qui envoie du pâté, j'adore True Lies. Je trouve que dans les films d'action, c'est un énorme film d'action. Dans son registre, après. Hein. Mais c'est peut-être son moins bon, mais ça reste énorme. Titanic, Colossal et Avatar. Donc très bel film hein, finalement, mais que des bombes atomiques. Et là on attend ces 8 avatars en moins de 6 ans là. Enfin ça va être n'importe quoi la suite d'Avatar, on va voir. Ça va être n'importe quoi dans le sens où c'est... Enfin on attend quoi, d'un coup on va se retrouver avec Avatar 2, 3, 4, 5 je crois. Est-ce que ça va être l'événement de la décennie il y a tout pour, hein, mais c'est dingue que ça arrive aussi tard, aussi longtemps après le premier et que ça va durer, que ça va nous prendre autant de temps dans la prochaine décennie, quoi. C'est assez particulier. J'avoue que j'arrive pas à être hypé. Mais comme j'étais pas du tout hypé pour le premier Avatar, moi, et finalement j'ai pris la claque, une claque énorme, j'ai adoré le film et je suis allé le voir plusieurs fois au cinéma et ça a été un énorme coup de cœur et voilà. Enfin, j'adore Avatar, mais j'avoue que je suis pas du tout hypé par la suite parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop laborieux, trop de temps, ça me parle pas comme ça. Mais hey! On verra bien. Et je pense que j'irai évidemment tous les voir en avant-première Day One. Je serai évidemment là au rendez-vous. On ne rate pas du Avatar, ça ne se rate pas. On ne rate pas du Cameron, de toute façon. Quand Cameron fait quelque chose, on va le voir, même quand il produit déjà... j'attends de voir le Terminator, là. Je sais pas s'il est à la prod hein, du prochain Terminator, je crois. Hein. Ouais, mais... les bandes annonces, tout ça, c'est pas encourageant quand même. Hein. Et Alita, c'était bien. Donc si Terminator est au moins du niveau d'Alita, ça risque d'être vraiment pas mal. Mais les premières images et tout ça, c'est pas encourageant. Bah écoutez, on est arrivé au bout de cette émission. Magnifique, extraordinaire, formidable, parfait, génial, super, grandiose. Parfait. Non, j'ai déjà dit parfait. Putain, je vais réussir à faire l'enchaînement parfait de mots positifs comme ça un jour. Je vais vraiment réussir à faire 10 minutes de mots, genre ouais, génial, parfait, super, formidable. Voilà. Oui, bah, évidemment, je valide The Abyss. Hein. Je le mets dans ma Blu-ray Tech le jour où il sort. Monsieur Cameron, sortez-le. Bah, on est bon. C'était une liste intéressante. Une liste qui parlait d'eau, hein, avec The Way Way Back et The Abyss. Une liste qui parlait d'été avec Moonrise Kingdom et Génération Rebelle et The Way Way Back. Donc voilà, c'est un peu la fin de l'été, le début de l'été, la jeunesse, tout ça. Il y a eu des bons films et des bons films. Je suis content de cette petite émission. Écoutez, je crève de chaud, il fait super chaud là où j'enregistre. Mais grâce à Hulk Hogan, qui m'a tenu compagnie pendant toute cette émission, j'ai pu passer un bon moment. J'ai vu sur ses fesses. Vous avez pas, mais moi j'ai vu sur ses fesses. Voilà. Je remercie Etis qui m'a fait mon masque. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, elle est dans la description. Elle y est tout le temps maintenant. Dans toutes les descriptions, il y aura la chaîne d'Etis. Donc si mon masque vous intéresse, allez checker ce que le bonhomme fait. Et quoi d'autre que j'ai envie de vous dire le 16 septembre, Deviltown, au cinéma, au Festival des Arènes Solidaires de Montmartre. Ça me ferait très plaisir si vous venez. C'est pas au cinéma, c'est en plein air. Projection du film Deviltown, réalisé par moi. Voilà, mais je vous ferai une annonce un peu plus formelle. Et quoi d'autre écoutez, j'étais très heureux de faire cette émission, ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup les retours que vous me faites. Je pense que je vais encore trouver d'autres affiliations à des numéros, mais je trouve que... on est déjà bien là, on commence à avancer, épisode par épisode, je trouve des idées. Merci pour toutes les idées que vous me proposez. Franchement, c'est super. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas.
N'hésitez pas à mettre 9, 2 points, vous me proposez le truc. Et puis voilà. On va se retrouver très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à aller sur Utip pour regarder quelques pubs et me faire en sorte d'augmenter mon petit pactole pour que je me paye de la coke. Voilà, c'est comme ça. Parce que je suis un youtubeur, je me drogue. C'est marrant, les youtubeurs, on n'a pas trop le côté rockstar, hein, drogue, tout ça. Hein. C'est pas de cette époque. Hein. Non, parce que tu vois, je pense que YouTube aurait existé dans les années 70, on aurait tous eu une image de drogué. Tu vois, en mode la décadence. Mais années 2010, on est sobre, on est soft. Voilà, on est woke. Et on prend pas de drogue. À la limite, on bouffe du quinoa, quoi. On montre qu'on est limite vegan, quoi. C'est un peu ça l'image de la fame à l'heure actuelle, quoi. Faut être tellement politiquement correct que c'est chaud, quoi. Tu peux pas, voilà, c'est chaud. Politiquement correct à l'heure actuelle parmi les célébrités, c'est hardcore quand même. Hein. C'est chaud patate. Voilà. Là, j'ai dit une phrase sur les autistes à un moment, donc tu vois. Toi, t'es une célébrité, tu dois faire. Déjà, tu la montes pas, la phrase que j'ai dite sur les autistes. Et en plus, si tu la sors vraiment, tu dois faire 15 communiqués d'excuses après. Oh, attendez. Est-ce que je ne serais pas en train de partir sur un laïus? On peut plus rien dire? Je crois que je viens de toucher le point, on peut plus rien dire. Ah là là. Bon, bah, désolé. Hein. C'est vraiment qu'il ait l'air de terminer quand on touche le point, on peut plus rien dire en fin de vidéo. Mais c'est vrai, on peut plus rien dire. À part, évidemment, on se retrouve à la prochaine, et d'ici là, bonne toile.